troisième et dernière partie du cours. Nous avons longuement expliqué dans la deuxième partie que la conscience n'était pas un face-à-face, pas un rapport immédiat avec les objets. Et bien, à présent, nous allons montrer que la conscience, justement, construit ces objets. C'est pour cela que la conscience n'est pas un face-à-face immédiat avec quelque chose qui serait déjà là en face d'elle, tout simplement parce que la conscience, en fait, ne découvre pas la réalité du moi, ni de la réalité du monde, mais elle constitue, elle construit ces réalités. Alors, c'est le thème du grand 3. Ah oui, attendez, laissez-moi... Pardon, hop, remettre une image. Voilà, alors, dans cette troisième dernière partie, nous allons montrer que la conscience, en fait, ne découvre pas devant ou en elle une réalité déjà là, déjà faite, mais qu'elle la constitue par son activité. Et c'est pour cette raison que l'on ne peut pas trouver une conscience substantielle, comme la cherchait Hume. C'est-à-dire que Hume cherchait la conscience comme une chose qui serait déjà là, que l'on pourrait trouver, que l'on pourrait découvrir, et il s'étonnait de ne pas la découvrir. Mais précisément, en fait, la conscience n'est pas une réalité, elle est ce qui constitue les réalités. C'est-à-dire que, en fait, si Hume ne trouvait pas la réalité de la substance, enfin, ou la réalité de la conscience plutôt, ce n'est pas parce qu'elle n'est rien, c'est simplement parce qu'il cherchait la conscience comme une chose existante, comme une chose existante, pardon, comme une substance, ce qu'elle n'est pas. hein. Et par conséquent, on ne trouvera pas la conscience comme une chose existant parmi les autres. Alors, voilà, je vais d'abord, dans un premier temps, revenir un peu sur l'exemple de la profondeur dans cette première partie. La conscience, de cette première sous-partie, pardon, la conscience n'est pas constituée, mais elle constitue le monde. Alors à nouveau, nous allons passer par la conscience du monde avant de passer à la conscience de soi dans le petit 2. Oui, revenons un instant sur l'exemple de la profondeur. Nous disions que la profondeur ne nous est pas donnée comme une largeur qui serait vue frontalement, la conscience ne perçoit pas non plus la profondeur par l'angle des yeux, la prise en compte des angles des yeux. C'est-à-dire qu'en fait, la profondeur, nous la percevons dans la mesure où nous sommes capables d'agir. Je prends un exemple, un contre-exemple plutôt, qui nous permettra de mieux voir la chose. Imaginez que vous êtes face à un trompe-l'œil. Vous voyez un trompe-l'œil qui représente, je ne sais pas, mettons une fenêtre. Parfaitement dessinée, parfaitement peinte sur un mur qui n'a pas de fenêtre. Bon, vous allez faire un pas de côté. Et à partir de ce moment-là, si vous observez vraiment cette fenêtre, vous allez voir quelque chose qui ne correspond pas. C'est-à-dire que si c'était une vraie fenêtre, en faisant un pas de côté, je verrais apparaître comment ça s'appelle, le rebord, vous savez, le jambage, c'est pas le jambage, enfin le bord de la fenêtre, c'est la pierre qui délimite le bord de la fenêtre, je le verrai apparaître parce que je ne serai pas exactement en étant un petit peu de côté. Bon. Mais là, c'est un trompe-l'œil, je ne vois pas apparaître ce jambage, enfin le tour de la fenêtre, quoi, si vous voulez, le côté du tour de la fenêtre. Bon. Et donc à ce moment-là, en fait, je vais m'apercevoir qu'il y a quelque chose d'étrange, et donc je vais peut-être revenir en position initiale ou faire un autre pas encore de l'autre côté, enfin je ne sais pas. Et en fait, grâce à ces actions combinées, je vais m'apercevoir que effectivement, en fait, il n'y a pas de profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, la profondeur, nous la percevons parce que nous sommes capables de mouvement et que la mesure que nous avançons, finalement, les lignes sont conservées, enfin les proportions, la cohérence des objets est conservée. Alors que face à un trompe-l'œil, si je m'avance, si je vais sur le côté, en fait, la cohérence de l'objet ne sera pas conservée. Autrement dit, en fait, nous percevons les choses dans la mesure où nous sommes capables d'agir, dans la mesure où nous sommes capables de mouvement. C'est-à-dire que c'est à mesure que nous agissons, à mesure que nous nous déplaçons, que nous construisons en fait la cohérence des objets. Alors, j'en veux une preuve toute simple, une preuve physiologique toute simple.
Remarquez, c'est un indice plutôt qu'une preuve. Les nerfs qui nous permettent de sentir et les nerfs qui nous permettent de nous mouvoir sont bien les mêmes. C'est-à-dire on avait déjà vu cet exemple en cours, je crois, hein. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes capables de sentir dans la mesure où nous sommes capables de mouvement, hein. Et ces deux fonctions, en fait, sont inséparables. Elles sont comme l'envers et le revers d'une même feuille, d'une même médaille, hein. Alors, revenons sur des exemples tout à fait classiques que nous avions étudiés principalement avec voir qu'en fait ils conviennent aussi pour décrire cela. L'exemple du dé. Lorsque je perçois un dé devant moi, euh, je, je, le, je n'en vois que trois faces. Dans le meilleur des cas, je ne peux pas en voir six. Je sais bien que le dé a six faces, et je le sais immédiatement. Je n'ai pas besoin de raisonner pour cela. Je le sais parce que, en fait, je suis capable de remuer le dé entre mes doigts et d'opérer en fait la liaison synthétique entre les différentes faces qui se présentent successivement à ma vue. C'est-à-dire qu'en fait, je construis mentalement le dé par l'imagination et je construis en fait une figure du dé, une figure géométrique du dé, qui ne m'apparaîtra jamais, qui ne sera jamais donnée à la vision, hein. Et de la même façon, si nous relisons l'exemple de la cire, vous vous souvenez, qu'on trouve dans les méditations métaphysiques, Descartes, hein, à la fin de la première méditation, eh bien, c'est finalement le spectacle que nous offre la cire à mesure que ses apparences changent selon qu'on la rapproche d'une flamme. Ces différentes étapes nous montrent effectivement comment nous construisons, comment nous constituons l'objet. C'est-à-dire que cet objet, effectivement, va changer de couleur, va changer de forme, va changer d'odeur, enfin, bref, tous ces aspects sensibles vont changer. Et il faut bien que je juge que c'est la même cire, c'est-à-dire que, étant conscient de demeurer moi-même le même pendant ce temps, je construis l'unité de cette cire en rapportant les différents aspects de la cire à un seul et même être. Mais en fait, cette unité, elle n'est pas, disons, c'est pas une donnée objective, c'est quelque chose que je construis. Ça ne veut pas dire que ce soit une imagination délirante, non, pas du tout, mais en fait, je n'ai accès à la réalité unie de cette cire qu'en tant que ma conscience rassemble ces apparences, rassemble ces facettes pour en faire les facettes d'un même objet, d'un seul et même objet, hein. Et d'ailleurs, on peut aussi le comprendre à travers des contre-exemples, quand cette fonction dysfonctionne chez une personne qui est atteinte par exemple de schizophrénie. Le problème des schizophrènes, c'est qu'ils n'arrivent plus à faire cette unité. Et que, aussi bien avec les objets qu'avec eux-mêmes, en fait, ils ne savent plus, ils n'arrivent plus à repérer l'unité des objets ou à repérer l'unité d'eux-mêmes. C'est-à-dire que par exemple, l'exemple fameux que donne Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception, je reviendrai sur le terme de phénoménologie plus tard. Les schizophrènes, il arrive pardon, que les schizophrènes en fait se prennent pour un objet extérieur. Par exemple, il cite le cas, Merleau-Ponty, d'un schizophrène qui se prend pour un peigne. Un peigne, alors il est très anxieux de savoir ce qui arrive à ce peigne, il faut le protéger parce qu'il est dans ce peigne, hein, il est ce peigne. Voilà. Trouble de la perception que rapporte Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception. Je n'ai pas la date en tête. Phénoménologie de la perception. Je reviendrai sur ce terme plus tard pour l'expliquer. Phénoménologie de la perception. J'ai dû faire une faute. Bon, enfin, peu importe. Ouais, j'ai avalé. Bon, enfin, bon, c'est compris. Euh, Bon, autrement dit, en fait, notre conscience est un mouvement vers autre chose. Notre conscience est inséparable de notre capacité à nous mouvoir, à nous déplacer vers les objets, hein, parce que la conscience, en fait, elle n'est pas une substance. La conscience consiste entièrement à mettre en relation, à nous mettre en relation avec autre chose. La conscience n'est pas dans la catégorie de la substance, mais de la relation, hein. C'est ce qu'explique de façon magistrale Husserl. Alors Husserl, en fait, est justement le fondateur de ce mouvement philosophique qui est la nouveauté majeure du XXe siècle, en philosophie, la phénoménologie, hein. Et
Husserl définit la conscience par l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est la capacité à viser autre chose, à se déplacer mentalement vers autre chose. Et ce qui définit la conscience, précisément, c'est l'intentionnalité, c'est-à-dire cette capacité à viser un objet. Toute conscience, écrit-il, toute conscience est conscience de quelque chose. Alors, oui, il faudrait le mettre en italique, pardon, toute conscience est conscience de quelque chose. C'est ce que écrit Husserl, c'est ce qu'il explique dans les méditations cartésiennes. Alors, intéressant, il écrit en fait, il donne sa définition de la conscience dans un texte d'hommage à Descartes, hein. Euh, et dans ce texte, il définit la conscience comme étant essentiellement la capacité de sortir de soi-même. Et c'est pour cela que la conscience ne peut pas être trouvée comme une unité, comme une substance, quelque chose qui serait par soi, une unité close sur elle-même, puisque tout l'être de la conscience consiste à nous projeter vers autre chose. Et c'est pour cela que Hume ne peut pas trouver l'existence de la conscience sous la forme d'une substance, sous la forme d'un moi qui serait là, qui serait arrêté, qui serait figé, qui serait fini, parce que la conscience ne consiste pas à être une réalité définie et figée, hein, sur elle-même, voilà, fixée sur elle-même. Je m'arrête ici, nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo pour terminer en fait le petit 2 et le petit 3. Voilà.